Ce matin, en fait, on est réunis autour d'une visio, sur, la participation des habitants et les quartiers de la politique de la ville et au niveau des actualités, dans la mesure où l'année dernière, on avait en fait organisé une journée régionale à Strasbourg qui avait pour objectif, de réunir en fait les acteurs, liés à la enfin qui se préoccupent de la participation des habitants en quartier populaire. Cette année, nous avons choisi de faire un format en visioconférence, donc un petit peu plus court. Au programme, nous aurons une présentation du rapport Parole d'habitants des quartiers populaires. Dans sa dernière édition, donc il est sorti en septembre de cette année, on aura une présentation par moi-même au titre du réseau national des centres de ressources politiques de la ville, de Mélanie Roussel, déléguée nationale à la Fédération des centres sociaux de France, et par Isabelle Zeller, qui est vice-présidente à la Fédé également. On vous proposera un temps d'échange, puis on aura une présentation d'une étude qui a été réalisée à l'école de renouvellement urbain par des étudiantes de Sciences Po. C'est tout un travail partenarial et qui nous permet un petit peu de réfléchir aux manières de faire de la participation des habitants dans le cadre du renouvellement urbain. Donc, comme je vous le disais, cette journée s'inscrit finalement dans les suites de la journée qui a été organisée il y a un an à Strasbourg. Donc, c'est un petit peu pour poursuivre les suites des réflexions qu'on avait engagées, aussi pour faire le point sur les dernières actualités liées à la participation des habitants. Et puis, c'est aussi une visio et un temps de ressources qu'on a pour objectif de finalement de réitérer tous les 5 décembre de chaque année comme un rendez-vous récurrent. Donc, vous pouvez aussi vous le noter dans un coin de votre tête. Alors, pour celles et ceux qui veulent approfondir un petit peu le sujet de la démocratie locale en QPV et travailler peut-être d'une autre manière que juste par des visios peut-être un peu descendantes, l'ORIV lance un réseau qui s'appelle le réseau Démocracité. Donc, certains d'entre vous ont dû avoir l'information. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer à vous présenter le rapport Parole d'habitants, l'ORIV, donc c'est une association. Donc, comme toute association, on a un conseil d'administration et au niveau de l'équipe, on est 8 personnes, dont une personne qui est à Reims. En fait, notre siège est à Strasbourg, mais dans la mesure où nous intervenons à l'échelle du Grand Est, on a également une collègue qui est à Reims. Donc, l'ORIV, notre objectif, c'est d'agir en faveur de l'intégration, du développement social urbain et de la lutte contre les discriminations. Alors, on intervient sur les enjeux sociaux, les politiques publiques et puis en direction des professionnels. On accompagne en fait les pratiques professionnelles. On soutient également différents types d'acteurs finalement dans les démarches qu'on déploie. Les élus, les acteurs institutionnels, les professionnels, les associations, professionnels des collectivités, de l'État, etc. On a un centre de documentation et un site internet ainsi qu'une page Facebook et LinkedIn qui nous permettent en fait de mettre à disposition des connaissances et des ressources. Et puis, on anime des temps d'échange collectif comme on peut le faire là actuellement. Donc, on intervient sur le Grand Est depuis 2016, mais à l'origine, l'ORIV était en fait uniquement alsacienne. Je vous propose de tout de suite en venir à la présentation du rapport Parole d'habitants des quartiers populaires. Alors, le rapport Parole d'habitants des quartiers populaires, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui intervient en fait au titre d'un partenariat qui a été mis en place entre les centres de ressources politiques de la ville et la Fédération nationale des centres sociaux. C'est un partenariat qui est maintenant un partenariat de longue date, puisqu'en fait, cela a commencé en 2011. Donc là, on construit d'année en année ce partenariat et on en est d'ailleurs très très content. Ce rapport sort tous les 2 ans. Et comment ça se passe en fait? On a un appel à participation qui est lancé par la Fédération nationale des centres sociaux en direction des centres sociaux au niveau local. Et donc c'est bien sur la base du volontariat que les personnes participent à ce rapport et les centres de ressources viennent en appui à l'ensemble de la démarche. Pour réaliser ce rapport, on réalise des entretiens semi-directifs et collectifs avec des groupes d'habitants volontaires. Généralement, on a 3 vagues d'entretien. Et pendant un an, finalement, on analyse,
on lit, on partage nos différentes analyses, nos différentes réflexions, et c'est ainsi qu'on en arrive à l'aboutissement d'un bouquin. Mélanie, je te cède la parole. Bonjour, moi je suis. Donc on va présenter à trois voix avec Laetitia, Isabelle et Mélanie. Moi je suis Mélanie Rousset, je travaille à la Fédération des centres sociaux de France. Euh, et je suis déléguée notamment en charge des questions politiques de la ville. Et puis à la fin, Isabelle prendra la parole, qui est vice-présidente de la Fédération des centres sociaux de France. Les centres sociaux, juste peut-être pour se remettre en tête, c'est des structures d'animation locale. Nous, on le définit souvent comme ça, c'est un foyer d'initiative d'habitants qui sont accompagnés par des professionnels et qui mènent un projet de développement social local sur un territoire. Euh, Ça peut, on a des centres sociaux un peu partout en France, il y en a 2300. Il y en a dans des quartiers petits de la ville, il y en a dans des villes, il y en a dans des espaces ruraux. Et à 70%, ils sont portés par des associations et à 30% par des collectivités territoriales ou des mairies ou des ACO. Juste pour faire très court. Donc là, on a 25 centres sociaux qui travaillent sur un quartier politique de la ville, qui ont souhaité participer au septième rapport Parole d'habitants des quartiers populaires, euh, démarche qui a démarré en 2024 et qui a permis de la participation de 300 habitants et habitantes. Cette édition, en fait, elle met au cœur une thématique qui est assez sensible, qui est parfois instrumentalisée, qui est la question et le sentiment d'insécurité et la vulnérabilité dans les quartiers populaires. C'est un sujet qui est assez difficile à aborder, parce qu'en fait, elle est à l'intersection entre des représentations médiatiques, politiques, et parfois des stigmatisations qui sont fortes. Mais en fait, c'est un sujet qui a été toujours les dernières années euh, un peu présent dans les rapports, et cette année, c'est un élément qui a été assez fort et que les habitants et habitantes ont voulu mettre au cœur du rapport Parole d'habitants. Euh, du coup, bah, ça a été un vrai enjeu de se dire comment on prend ce sujet au sérieux sans en tentant de pas renforcer les clichés, sans renforcer les clichés. Euh, et parfois, bah, c'est complexe, mais là où on a voulu mettre l'accent et là où on a mis l'accent, c'est de se dire, en fait, comment les habitants et les habitantes parlent de ces questions-là? C'est quoi les mots qu'ils utilisent? C'est quoi qui est important pour eux? Comment ça se joue? Et donc, du coup, je vais vous présenter en à peu près un quart d'heure, vous résumer en un quart d'heure, ce rapport Parole de l'habitant qui a été écrit par Jérémy Louis. Ça a été la main écrivaine de ce rapport. C'est un collègue qui travaille à la Fédération des centres sociaux de France et qui est sociologue et qui a été ensuite coécrit avec tout un comité de pilotage qui est derrière. Vous voyez là. Il se retrouve sur le site internet, vous pouvez le retrouver en accès libre, à la fois avec un rapport entier et un rapport synthétique pour pouvoir, voilà, vous en avez accès. Premièrement, en fait, sur quoi on s'est appuyé? La première chose sur laquelle on s'est appuyé pour parler des questions d'insécurité, ça a été d'essayer de se dire, bah, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire quoi l'insécurité? Ça veut dire quoi l'insécurité? Et là où c'est parfois un peu compliqué, c'est qu'on navigue toujours sur une frontière qui est délicate entre deux éléments, une réalité de fait, mais aussi une dimension subjective de ressenti. Alors que, en fait, en France, le nombre d'homicides constatés par la police, la gendarmerie n'a cessé de baisser ces dernières décennies. On voit qu'aujourd'hui, Euh, on se sent plus indigné par des éruptions de violence qui, dans le passé, étaient plus fréquentes. Mais quand elles arrivent actuellement, malgré qu'elles sont moins fréquentes, elles nous paraissent bien plus intolérables qu'avant. Donc ça, c'est une des premières choses.
ce lien-là entre réalité et objectif, fait. La deuxième chose, c'est que on a des médias et on a des discours politiques parfois qui fabriquent un climat d'insécurité. Et on peut prendre l'exemple de Adeline, qui a participé au rapport, de Ternier, qui dit bah, les médias, ils se chargent au maximum de l'insécurité des gens. Les quartiers populaires sont particulièrement touchés par ces stigmatisations. Et en fait, on voit que quand les médias, quand les discours politiques posent cette question d'insécurité, ça touche tout de suite les quartiers populaires qui sont en première ligne, vus comme un repoussoir, comme des zones de non-droit. Et à cela, c'est des choses qui touchent les habitants. Et on a un jeune de Villiers-le-Bel qui nous dit, ils nous ont plaqué une étiquette. Et ça a des conséquences bien réelles en termes de discrimination, à la fois au travail, à l'école, dans l'accès aux droits. Et ça, c'est un point que les habitants et les habitantes contestent majoritairement. Ils contestent cette image négative. Ils expriment en majorité se sentir relativement en sécurité dans leur quartier. À Cayenne, par exemple, on a une femme qui nous dit, quand je suis dans la cité, je n'ai pas peur. Et parfois, ils nous disent être plus en sécurité dans leur propre quartier qu'ailleurs. Faiza, à Poitiers, elle nous dit, notre quartier, c'est pas un ghetto, hein. Tu risques moins de te faire attaquer ici que si tu traînes en ville la nuit. Donc ça, c'est un des premiers éléments qu'on a essayé de voir. Et le deuxième élément, ça a été de se dire que malgré ça, de nombreuses personnes expriment parfois se sentir quand même en insécurité. Et quand ils se sentent en insécurité, qu'est-ce qu'ils se disent? Alors, à la fois, une des choses, c'est qu'ils disent qu'ils ont peur de l'inconnu. Et l'inconnu est une source d'insécurité. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont les personnes qui sont le plus isolées qui se sentent en insécurité. Celles qui connaissent le moins de monde dans le quartier qui se sentent en insécurité. Et à l'inverse, on a les habitants et les habitantes qui ont un grand tissu de relations dans le quartier, qui sont engagés dans la vie collective, associative, qui affirment au contraire se sentir plutôt très bien, en sécurité, mais aussi parce qu'elles connaissent tout le monde, que tout le monde les connaisse, et donc ils estiment rien à craindre. Alors on sait que ça c'est peut-être un regard un peu particulier du rapport, parce que bah, c'est peut-être un profil qu'on a eu beaucoup dans le rapport, parce que les gens qu'on a touchés, qui sont venus s'exprimer, qui sont venus discuter, c'est peut-être des gens qui sont majoritairement euh, plus investis dans le quartier et donc du coup qui nous rapportent facilement cette question-là. Le deuxième point, c'est le sentiment d'insécurité. Il varie fortement en fonction de l'âge et le genre des personnes. Alors notamment, on a des discours où les personnes âgées et notamment les femmes expriment un sentiment d'insécurité qui va être plus élevé, notamment à un endroit qui est dans l'espace public. Farouz à Allen, elle nous dit, en tant que femme, quand on doit se déplacer et qu'il y a des regroupements, bah on a peur. Ça, c'est un des éléments. Et un autre élément qui est posé, c'est l'insécurité. Elle est aussi très portée ou elle est exprimée par les parents qui ont souvent une grande inquiétude, pas pour eux, mais notamment pour leurs enfants. Et on a d'un côté celle de voir leurs enfants qui pourraient se faire embêter ou agresser par d'autres jeunes du quartier. Ça, c'est un des premiers éléments qui est souvent ressorti. Le deuxième élément, c'est d'avoir leurs enfants qui puissent euh, avoir de mauvaises fréquentations. Et donc, du coup, c'est deux éléments qui est fortement posé comme un élément d'insécurité dans le quartier. Nour, à Aulnay, nous dit, moi, je me sens pas en insécurité pour moi, mais j'ai peur pour mes enfants. Alors, en fait, quand les habitants et les habitantes, ils parlent d'insécurité, en fait, ils parlent de qui? Ils parlent de quoi? Ils parlent d'où? Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Alors, un des premiers éléments, il y a une figure qui est souvent rapportée, c'est-à-dire quand on parle d'insécurité, souvent
souvent est évoquée la question des jeunes. Et si on creuse un peu, c'est plutôt des jeunes hommes qui sont là. Donc ça, c'est une des premières choses. Majoritairement, c'est des hommes qui seraient parfois de plus en plus jeunes, qui peuvent poser problème. Mais souvent, les habitants et les habitantes nous disent, bien souvent, ce sont ceux qui posent problème ne viennent pas du quartier. Et du coup, on va avoir une dichotomie qui va se poser entre euh, à la fois la présence dans l'espace public de jeunes qui sont issus de quartiers, qui sont connus par la population et qui en fait peuvent rassurer bien même qui peuvent parfois participer à des activités illégales. C'est-à-dire qu'on va avoir cette dichotomie entre est-ce que c'est des jeunes qu'on connaît ou est-ce que c'est des jeunes qui sont là pour venir faire des choses sur le quartier qu'on ne connaît pas et qui vont nous amener de la sécurité. Marina Apo, elle témoigne. On a des dealers ici, oui. Moi, je les connais, je les ai connus tout petits. Ils n'ont jamais agressé personne. On sait que ça tourne dans le quartier, mais ils nous connaissent, nous respectent. Ils ont toujours un bonjour madame, même si on sait ce qu'ils font. Et du coup, la présence Judith, ça a été quelque chose qui a été évoqué, qui est un fait qui est constaté, qui est largement commenté par les habitants et les habitantes, qui produit des nuisances, des désagréments, des peurs, mais qui engendre pas automatiquement une insécurité. Le deuxième élément autour de l'insécurité, c'est de se dire, en fait, c'est pas tout quartier où on va se sentir en insécurité. Ça va être des lieux, parfois à un moment donné, ça va être un hall d'immeuble, une cave, un parc abandonné, un arrêt de transport en commun, un commerce. Et ça va même bouger en fonction des moments dans le quartier. Daria à Cernay qui dit euh, avoir peur de rentrer dans son immeuble de temps en temps quand il y a un squat. Et puis, l'insécurité, elle est évoquée à des moments particuliers. Euh, alors, ça va être la nuit, l'été, euh, parce qu'il y a une présence qui est plus tardive dans l'espace public et qui, du coup, peuvent amener des nuisances et donc, du coup, des sources d'inquiétude. Et puis, il y a des événements spécifiques, comme le soir du Nouvel An, qui peuvent laisser des traces et qui peuvent produire de l'anxiété. Il y a Karine à Poitiers qui décrit cette angoisse. Le 31 décembre, c'est un peu la hantise. On a toujours peur. Et puis il y a aussi des événements de violence extrême, comme les révoltes suite au meurtre de Naël à l'été 2023, qui sont largement commentés. Donc on voit que c'est pas partout, que c'est à certains moments, dans certains endroits, que cette sécurité, elle s'incarne. Et puis, il y a eu beaucoup de discussions autour de la question de l'insécurité dans l'espace privé, dans des relations de voisinage ou dans, dans la question de violences intra-familiales, notamment sur des violences conjugales, qui revient très souvent dans les discussions et notamment dans les échanges avec les femmes. Il y a une habitante de Saint-Martin-en-Arc qui déclare, moi je me dis qu'on est plus en danger dans la maison avec son conjoint que seul dans la rue. Ou Emma à Poitiers qui dit, personne ne parle de violence conjugale dans les médias, alors qu'il se passe un petit truc avec les jeunes, ça, on en parle directement. Et puis, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce que c'est, où ça se passe, qu'est-ce qui joue autour de ça, il y a eu pas mal de discussions autour de, bah, en fait, d'où ça vient. Pourquoi il y a des... C'est quoi les causes de ces insécurités? Euh, alors, il y a eu plusieurs choses qui se sont posées, et puis parfois des discours qui peuvent être antagonistes, qui ne sont pas obligatoirement partagés par toutes et par tous. Il y a eu des débats sur les causes, notamment de la délinquance juvénile, avec parfois des habitants et des habitantes qui vont euh, poser comme première cause la question d'un potentiel laxisme parental, comme Jacques Atternier qui dit c'est l'éducation des parents le problème, les jeunes sont trop libres. Et puis d'autres qui sont pas d'accord là-dessus, qui reviennent plutôt sur les difficultés des parents, notamment des familles monoparentales, et puis avec un manque de soutien qui peut être autour. Et du coup, les institutions qui vont parfois
amener plus de sentiments d'insécurité qu'elles ne vont permettre de protéger ou de s'appuyer dessus. Par exemple, on a Isabelle qui est mère célibataire qui dit, bah moi l'école me met en insécurité parce que je me sens jugée. Et donc du coup revient cette question des inégalités scolaires qui ont été aggravées avec le confinement. Et puis le manque d'opportunités et de considération des jeunes. Et ça, c'est posé comme un facteur clé, en fait, des causes de potentiellement délinquance ou de situations qui vont créer de la peur. Et du coup, face à cette délinquance, euh, bah oui, ça pourrait justifier ou ça pourrait expliquer pourquoi, à des moments, bah, ça amène à vouloir exister ou obtenir de l'argent facile. Donc, du coup, toutes ces causes qui seraient liées plutôt à une non-reconnaissance. Abdoulaye Hassan à l'île de la Réunion, il dit, moi, je me sens comme délaissé par la société. Et ben ça pousse à faire des bêtises. Un autre débat qui a été mis en œuvre sur ces causes, ça a été la manière dans le quartier. Ça a été la question du cadre de vie et du coup, la manière dont est vu le quartier qui produit de l'insécurité. Et du coup, il y a eu beaucoup de choses qui sont revenues sur le délabrement des immeubles, le manque de propreté, l'éclairage qui parfois est insuffisant et qui signale ou qui donne un signal de manque d'investissement, de soins qui pourraient être apportés au quartier et à ses habitants. Et du coup, ça crée un environnement qui peut être inquiétant et inquiétante. Par exemple, on a une habitante à Pithiviers qui dit que bah, quand son frère est venu la voir, il lui a dit, bah, franchement, ça, c'est pas un quartier pour les gens. Et donc, du coup, cette importance du cadre de vie qui revient comme un élément, comme une cause de l'insécurité. Et puis, on va avoir des éléments qui vont être plus structurels, qui vont être posés et dits par les habitants et les habitants, comme des éléments qui produisent de l'insécurité. On va avoir le premier point qui va être l'insécurité économique. Dans un contexte de précarité, d'inflation ou de peur de l'avenir, et en particulier chez les seniors, ça va produire de l'insécurité. Hervé, à Chenevrier-sur-Marne, qui dit, la précarité, cela mène à trouver des solutions qui ne sont pas forcément licites. Et puis, il y a la question des commerces et des services qui disparaissent, notamment ceux de la santé, de l'accès aux droits, qui produisent une forte vulnérabilité face aux aléas de la vie. Et ça, c'est perçu comme une relégation territoriale qui est fort, comme un abandon des territoires. Il y a Lucie à Vierzon qui parle d'une véritable insécurité sanitaire face au manque de médecins dans son quartier. Et la dernière chose, c'est les relations avec les institutions, qu'elles soient scolaires, médicales, municipales ou encore liées au logement, euh, qui sont souvent dégradées ou qui donnent l'impression de s'être dégradées et qui donnent un sentiment de vulnérabilité. Euh, il y a eu un exemple, par exemple, avec des relations parfois conflictuelles avec son bailleur Dalila à Boissy, Saint-Léger, qui confie, on n'est pas en sécurité avec nos bailleurs parce qu'on n'est pas assez protégé. Et face à tout ça, les habitants et les habitantes, euh, ils ont voulu se dire, bah, en fait, comment on pourrait lutter contre l'insécurité. Et ils nous ont voué quelques pistes. Et puis après, Isabelle, elle vous présentera les préconisations qu'on a essayé de construire à partir de ça. Les premières pistes qui ont été posées par les habitantes et les habitantes, c'est ils reviennent sur parfois le fait que c'est difficile d'agir en tant qu'habitant et habitante quand on voit des choses. Ces peurs, ils ont peur de s'adresser directement, par exemple, à des jeunes quand il va y avoir des problèmes dans l'espace public. Et donc, du coup, ils posent le fait qu'il y a un silence qui s'installe, qui peut être une règle implicite par peur de conséquences. Il y a Imen Hassanet qui dit, on a peur des représailles si on fait quelque chose, si on dit quelque chose, si on porte plainte. Donc, ce sentiment que de manière, lorsqu'on porte plainte, c'est pas pris en compte. Et donc, du coup,
les habitants et les habitantes font une critique assez forte et assez importante de l'action policière quand elle est présente. Ils la jugent souvent disproportionnée. Ils disent que la manière d'intervenir sous forme de descente isolée, spectaculaire et unique, répressive, est jugée inefficace, mais aussi violente et discriminatoire, en particulier envers les jeunes hommes racisés. Un jeune homme à Villiers-Bel nous dit, la police ne met pas en sécurité. Quand je la vois, mon cœur se met à battre vite et j'ai peur. Et puis, les habitants et les habitantes nous disent que il y a une efficacité qui est pas, pas forte des caméras de surveillance, qui sont pourtant de plus en plus présentes dans les quartiers populaires. Et donc, du coup, cette efficacité, elle est vraiment mise en doute. Mais par contre, beaucoup d'habitants et d'habitantes appellent à une force plus préventive de proximité et humaine de présence policière. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce truc-là qui est de dire, là, ce qui joue dans l'action policière, elle nous pose problème, mais par contre, on a besoin de la police et on a besoin d'une police qui est présente, qui connaît, qui nous connaît, qui est là en permanence sur le terrain. Et du coup, il y a surtout une demande d'égalité de traitement et de protection qui est formulée. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est posée, c'est ils reviennent sur l'importance du lien social, de faire communauté. Et ils l'ont dit plus haut, c'est-à-dire qu'en fait, quand on se connaît, c'est plus facile et du coup, on se sent moins en insécurité, on se sent en meilleure sécurité. Il y a une habitante à Aulnay qui dit euh, je suis toujours très sereine dans le quartier parce que c'est une grande famille. Et notamment, il y a une place particulière des femmes, notamment des mères de famille, qui jouent un rôle dans l'animation, dans le maintien du lien social. Et il y a une animatrice au Chambon-Faugerolles dans la Loire qui dit bah, souvent on a les hommes qui sont au boulot et les femmes qui sont là dans le quartier avec les enfants. Et du coup, il y a un enjeu à alimenter ce lien social par des actions de partage, par de la solidarité, par des événements festifs. Et il y a Fatia à Oyonnax qui dit pour améliorer le quartier, bah, on fait un grand banquet, on invite tout le monde, on fait à manger, et voilà. Et du coup, il y a un enjeu sur les équipements de quartier qui sont vus comme des vrais catalyseurs essentiels pour organiser les activités, pour accompagner les initiatives, pour contribuer à un sentiment de sécurité dans le quartier. Du coup, juste en conclusion, en fait, on a une édition où les habitants et les habitantes des quartiers populaires euh, mettent vraiment en, en exergue, en fait, une autre manière de présenter la question de l'insécurité et de la sécurité et qui mettent d'autres mots sur leur quartier. On voit vraiment que les vécus et les ressentis peuvent permettre de nous comprendre, de comprendre la complexité, la banalité, les phénomènes de sécurité et d'insécurité dans les quartiers. Et en fait, au-delà d'un discours, d'un seul problème qui serait la délinquance juvénile, ou de la seule question de la responsabilité qui serait la responsabilité parentale, on voit que les habitants, ils pointent vraiment des causes qui sont plus systémiques sur l'insécurité, qui seraient liées à la dégradation de leur quartier, et aux liens aux institutions. Et du coup, à partir de ces témoignages, on voit que le rapport, il dessine à la fin une lecture de la sécurité qui s'arrête pas à la répression ou à la prévention des délits, mais elle intègre la promotion de la vie collective, du lien social, du lien contre l'isolement, contre le repli sur soi, et qui implique également impérativement la rénovation du cadre de vie et de lutte contre toute forme de vulnérabilité sociale. Et je vais m'en arrêter là. Et Isabelle, peut-être que tu peux nous présenter du coup ben, les préconisations qu'on fait autour de ce rapport à partir de ce que les habitants et les habitantes nous ont dit. Alors, quatre recommandations. Parce que l'idée de ce rapport, c'est pas simplement de faire un bilan ou une observation qui va être très intéressante pour plein de gens, mais qui va s'arrêter là. C'est aussi de contribuer à la réflexion de nos élus et de différentes structures qui participent à la politique de la vie et au développement de la politique de la vie.
Alors, la première recommandation, c'est donner une place pleine et entière aux habitants au sein des instances liées à la sécurité. Parce que ce que l'on observe, alors bien sûr que vous connaissez bien les instances, en particulier les CLSPD ou les CISPD, mais souvent les habitants sont peu sollicités dans les démarches visant à faire face à l'insécurité. Au mieux, on les associe aux phases de diagnostic, mais très rarement, on les associe dans les lieux de décision. Et là, je veux dire, c'est un sujet. Alors, la proposition pour cette recommandation, il y en a deux. C'est d'abord que les habitants disposent d'espaces d'expression pour échanger entre habitants, pour échanger avec les institutions et pour aussi identifier les causes des situations problématiques dans les quartiers. Et puis, la seconde proposition, donc sur sa première recommandation, c'est comment on peut co-construire des priorités locales en matière de tranquillité publique. Et le mot co-construire, il est très important, parce que les habitants veulent être considérés comme des acteurs à part entière de la sécurité. Ils vivent dans les quartiers. On a bien vu avec Mélanie que, d'ailleurs, ils ont des réflexions très intéressantes hein, sur ce qu'ils vivent et sur aussi les causes. Être aussi en capacité pour les habitants d'interpeller, de proposer, d'être associés aux décisions qui les concernent. Et puis de pouvoir faire remonter leurs préoccupations au quotidien. Et enfin, de co-construire donc les priorités locales pour, par exemple, en participant aux instances comme les CLSPD ou les CISPD, mais on a regardé, c'est vrai que les habitants ne sont pas inclus dans ces instances-là, donc ça voudrait dire faire évoluer les textes. La seconde recommandation, c'est comment on peut repenser l'équilibre entre aménagement urbain et présence humaine dans l'espace public dans un souci de qualité de vie. Alors pourquoi cette recommandation? Vous avez bien entendu que le sentiment d'insécurité ne se limitait pas au fait de délinquance. Il naît aussi de l'absence de vie sociale dans les espaces publics. Et les habitants expriment une attente très claire. Comment on peut avoir une présence humaine, bienveillante, légitime et qui sécurise sans surveiller. Donc ça, c'est hyper important. Alors pour les propositions, on en a plusieurs pour cette recommandation. Développer une mission de proximité au sein de la police, avec des policiers qui soient formés à la médiation, à la prévention, avec une logique de présence régulière, avec aussi une co-construction de sécurité qui soit partagée et surtout fondée sur la confiance mutuelle. S'il n'y a pas ces policiers ou gendarmes de proximité, il n'y a pas de connaissance et derrière, il y a la peur. La seconde proposition, ça serait créer des conseils habitants-police à l'échelle des quartiers pour un dialogue régulier avec des résidents et des forces de l'ordre et en présence des collectivités locales qui connaissent aussi bien les quartiers. La troisième proposition, c'est comment on reconnaît et on soutient durablement les métiers de la relation et de la proximité. Parce que pour faire cela, il faut créer une vraie reconnaissance du métier de médiateur et des médiateurs sur le terrain, ce qui n'est pas encore le cas. Comment on peut respecter aussi les obligations réglementaires, par exemple le nombre de gardiens d'immeubles qui doivent être suffisants, hein, visibles et disponibles. Et puis la troisième chose, c'est comment on peut valoriser, former et financer ces fonctions. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est là où le bas blesse. Dernière proposition pour cette deuxième recommandation, c'est comment on peut repenser les aménagements urbains à partir des usages et à partir des usagers et les mettre en place, en assurer leur entretien et leur animation. Alors, vous avez entendu la problématique des éclairages publics qui doivent être fonctionnels, mais surtout réparés rapidement. La question de la propreté urbaine, des espaces de sociabilité accessibles, par exemple avec des bancs, des lieux associatifs, l'accueil inconditionnel, des places publiques conviviales, enfin toute une série, et vous êtes sur le terrain et vous connaissez bien, toute une série donc d'aménagements qui doivent être pensés comme évolutif, parce que le quartier évolue. Et donc, c'est vrai qu'il y a 25 ans, on a monté, on a préparé, on a construit des choses qui aujourd'hui se révèlent être désuètes, délaissées par les habitants. La troisième recommandation,
alors là, vous allez être tout à fait d'accord, c'est comment on renforce la présence des services publics dans les territoires. Parce qu'une partie de cette insécurité est liée à la problématique de l'accessibilité pour les habitants de ces services publics. Aujourd'hui, on vit un recul des services publics qui est perçu par les habitants comme une relégation territoriale. Ça alimente le sentiment d'injustice et ça renforce l'insécurité sociale. Donc la fragilisation de la cohésion sociale qui alimente les frustrations et derrière, bien sûr, ça crée ce sentiment d'insécurité. Alors les propositions sont pas, j'allais dire, très révolutionnaires. C'est comment on instaure un principe de présence minimale garantie des services publics dans tous les quartiers politiques de la ville. Il y a du boulot. Comment une antenne de proximité physique pour les démarches sociales et administratives pourrait être mise en place, que ce soit avec des structures France Service, permanence santé, accueil jeunesse, l'accès au transport public qui soit fonctionnel et surtout régulier. Et puis enfin, garantir la continuité des services publics, même dans un contexte de tension, parce qu'on a tous vécu ça. Après les émeutes de 2023, de juillet 2023, eh bien, les pouvoirs publics n'ont pas trouvé mieux que de couper souvent les transports publics, et ça pendant plusieurs mois, de arrêter tous les services d'accompagnement des habitants, et cela donc pour une très grande partie d'habitants qui n'avaient pas participé aux émeutes. La dernière recommandation, c'est comment on peut soutenir durablement l'animation du lien et de la vie sociale et le tissu associatif dans les quartiers populaires. Alors pourquoi? D'abord parce que tout le monde est conscient qu'il y a une baisse de financement et qui met en difficulté les associations. En plus de ça, on a un recours au financement annuel au lieu d'avoir des CPO. Ça alimente un climat de défiance et une logique de contrôle. Et puis la restriction des libertés des acteurs associatifs et des habitants. Et dans les conséquences, c'est que les personnes les plus touchées sont les habitants. Alors au niveau des propositions concrètes, d'abord, comment on instaure un cadre partenarial sécurisant entre les associations et les pouvoirs publics, avec par exemple des chartes d'engagement réciproques, comment on peut simplifier et sécuriser le soutien public aux associations, comment on peut aussi reconnaître les associations non pas comme une charge, mais comme un investissement pour l'avenir. Et la seconde proposition concrète, c'est comment on permet aux associations d'être actrices du débat démocratique, en privilégiant le régime de la subvention. Alors, on n'est pas parti pour. Et deuxième chose, en inscrivant dans la loi un véritable droit d'interpellation citoyenne pour permettre aux associations de créer des espaces de dialogue entre habitants et décideurs sans crainte de perdre leurs subventions, puisqu'on a souvent, alors, dans les collectivités locales, c'est assez connu, si on s'élève un peu contre une décision d'un édile, on peut se retrouver en difficulté. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible pour donc ces 4 recommandations que nous présentons avec Mélanie. Alors, on présente le rapport et avec Laetitia et l'ensemble des CRPV. On présente ce rapport qui d'ailleurs interpelle pas mal hein, les élus dans différents lieux. Et c'est important aussi de le présenter à des forces de police, des forces de gendarmerie, qui souvent voient la question répressive plus que la question de médiation. Mais bon, j'ai rencontré un certain nombre de gendarmes et de policiers qui sont quand même très très conscients de l'importance de la médiation. Voilà, merci à vous. Merci à toutes les deux. Vous avez donc bien compris que ce rapport parole d'habitants des quartiers populaires a une vocation autre que d'être rangé dans une étagère. Le, le but est de le faire vivre. La vocation de ce rapport est d'être mis en débat, en perspective. On peut venir le présenter dans les territoires si vous estimez que c'est nécessaire, intéressant ou que ça peut créer un espace de débat avec des partenaires ou voilà, si c'est un enjeu sur votre territoire, ces questions d'insécurité. Et puis, on espère que vous avez bien compris
que on est vraiment avec ce sujet-là. On avait conscience du risque qu'on prenait, en fait, en faisant sortir ce rapport à ce moment-là, une année juste avant les élections, sur cette question-là. Mais on a voulu justement un peu sortir le bulldozer, grosso modo, pour y aller, en fait, et vraiment contrer les raccourcis qui peuvent être faits très facilement. On s'est aussi dit que c'était un rapport qui pouvait être utilisé à mauvais escient politiquement. Mais pour nous, la conviction de défendre et de remettre à la bonne place l'analyse de qu'est-ce que le sentiment de sécurité ou d'insécurité, il est plus important que les mauvais usages qu'on pourrait faire de ce rapport-là. Bon, je m'arrête là. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des choses qui peut-être avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, des besoins de précision? Sur les préconisations aussi, on aimerait bien vous entendre. Enfin, sachez que c'est pas des préconisations qu'on a juste lancées comme ça. Derrière, il y a un travail aussi qui se déploie. Il y a quand même des réflexions sur maintenant comment on fait concrètement, en fait, après avoir fait des préconisations, comment ça peut se matérialiser, qui il faut aller voir, etc. Vas-y, François. Hyper intéressant. Moi, la question que je me pose, et c'est pas, voilà, c'est pas pour aller chercher la petite bête, c'est la proportion de jeunes qui ont pu participer aux échanges là dans les différents centres, parce que je trouve que leur parole est souvent singulière sur cette question-là et elle est pas facile à aller chercher. Donc ça, je veux bien avoir la question très technique. Est-ce que vous avez réussi à avoir une part significative de parole de la jeunesse? Et puis sur la préconisation d'inclure les habitants, j'ai l'interrogation qui m'est venue tout de suite parce que nous on a une espèce d'instance comme ça dans le quartier où je travaille et il y a parfois des habitants qui participent dans la réunion avec la police, mais à chaque fois on se regarde avec les autres associations et on se dit que c'est une certaine partie, une certaine catégorie d'habitants qui participent et en général c'est plutôt ceux qui ont une longue liste de plaintes et puis qui vont avoir des solutions assez radicales quoi. Donc la question, c'est quelle représentativité et comment on peut déjouer ce truc-là, parce que ce qui sera intéressant, c'est d'avoir un échantillon qui soit un peu à l'image du quartier, quoi, dans ces instances-là, surtout dans des QPV qui sont assez vastes, hein. Moi, je suis sur un territoire de mixité avec, il peut y avoir un peu de tout, quoi, dans les regards là-dessus. C'est pas juste une cité qui est QPV, quoi. Il y a aussi des parties résidentielles. Donc, forcément, les approches vont être très différentes sur ce truc-là et les ressentis, quoi. Donc voilà, ça, c'est comment on fait ça. Et puis, est-ce qu'il y a eu des jeunes suffisamment dans l'échantillon? Merci. Dans ceux qu'on arrive à catégoriser, parce que en fait, on n'a pas la liste de tout le monde mais on a sur les 300, 73% de plus de 25 ans et 27% de moins de 25 ans. Merci Mélanie. Donc ça fait quand même une partie des personnes rencontrées, mais c'est pas non plus la majorité. C'est vrai que c'est toujours le sujet, la Voilà. participation des jeunes. Euh, bon, nous, on essaye vraiment maintenant, au niveau des centres sociaux, de travailler sur cette question. D'ailleurs, dans notre projet national, on a une priorité qui est celle sur la parole des jeunes et sur la jeunesse général, et c'est loin d'être facile. Mais oui, il faut absolument qu'on mette ce sujet-là au travail et surtout qu'on n'abandonne pas. Ouais. Enfin, 27%, c'est quand même pas rien. Je D'autant qu'il pense. y a beaucoup de stigmatisation des jeunes par rapport à cette question de la sécurité. Et vous avez bien compris que le rapport euh, ne se concentre pas uniquement sur la problématique des trafics, la problématique du bruit, etc. L'insécurité, et c'est là où on voit quand même, je veux dire, l'intelligence aussi des habitants, c'est bien d'exposer ce sujet d'une manière très large, en Mm. parlant aussi de l'insécurité sanitaire, de l'insécurité éducative et de toutes ces questions-là. Et du coup, peut-être que pour répondre à la deuxième question, qui est une vraie question, les modalités de comment ça pourrait se faire de travailler sur des relations habitants-police, elles doivent se construire. Moi, je suis persuadée, effectivement, que ça, il suffit pas d'avoir une instance décrétée comme ça, ouverte pour que ça fonctionne. Il y a un enjeu de travailler et travailler sur la question de la représentativité, sur la question de l'animation de ces espaces, sur la question de la construction de cause-conséquence, enfin de qu'est-ce qui joue, et d'arriver à pouvoir euh, être dans des vraies analyses ensemble, habitants et pouvoir public, sur les questions qui se posent.
Enfin, c'est comment à un moment donné, on a une vision complexe ensemble, on arrive à comprendre ensemble les enjeux qui jouent pour arriver à trouver des solutions qui soient pas des solutions obligatoirement magiques qui parfois peuvent arriver quand on arrive avec des listes. Donc, pour moi, il y a des vrais enjeux méthodologiques de mise au travail commun de ces Oui. espaces-là qu'il faut qu'on arrive à pouvoir construire, tester, et où notamment pour moi, les structures locales doivent prendre part très fortement, y compris dans l'animation de ces espaces. C'est ça que dans la recommandation, il y a bien deux niveaux. Il y a des espaces d'expression, avec les habitants, d'échange avec les habitants, avec les institutions, et pour identifier donc les causes et les citations. Donc on est bien là, au plus près des habitants qui, pour certains, n'iraient pas jusqu'à un conseil intercommunal ou local. Donc ça, c'est les deux qui s'articulent bien. D'une part, ces espaces d'expression et d'autre part, la co-construction des priorités locales en matière de tranquillité publique, donc qui se font, on le sait, dans ces comités, mais qu'on peut préparer en écoutant l'ensemble des habitants, dont les jeunes, hein, dont les hommes aussi, et dont les femmes, parce que c'est ce que disait Laetitia, c'est qu'on a eu beaucoup de femmes en fait dans les centres sociaux qui ont participé à ce travail. Nicolas, tu veux relayer ta question directe à l'oral? Moi, ma question, c'était sur, je sais que ce rapport, vous l'avez discuté avec des décideurs au niveau national, notamment la Oui, NCT. oui. Voulais avoir si vous avez des retours d'expérience sur un truc un peu plus local auprès de décideurs publics, si ça a déjà été présenté, quelles ont été les réactions, etc., etc. Voilà, merci. Alors moi, à mon niveau, je crois savoir qu'il y a quelques centres de ressources qui l'ont présenté au niveau soit régional, soit local. Grosso modo, il y a eu des bons retours de l'intérêt, mais d'après ce que je sais, pour l'instant, ça ne va pas plus loin que ça. D'autres collègues attendent en fait les élections et vont plutôt en faire un objet, enfin un support de discussion pour les nouvelles équipes municipales, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet tout de suite dès la rentrée prochaine. Après, sur d'autres éditions, on sait que quand on a organisé des dialogues, souvent, enfin nous à l'ORIF par exemple, ce qu'on avait fait sur d'autres éditions, c'était d'organiser un dialogue entre les élus et les habitants ayant participé à la démarche au niveau local. Et ça avait du retentissement. Après, dans un changement de pratique dans le quotidien des habitants, on ne peut pas non plus dire que c'est très criant. Je relais une autre question qui est dans le chat. Comment voyez-vous la mise en place d'un conseil habitant police municipale ou nationale? Isabelle, Ouais, Mélanie? il faut. C'est, c'est-à-dire que les services administratifs, quels qu'ils soient, sont pas friands du tout de construire de nouveaux espaces pour discuter avec les habitants. C'est très compliqué pour eux aussi. Je pense que ça passe par la négociation, mais certainement d'abord par un bon relationnel avec les services de police. Euh, alors, ce qui est certain aussi, c'est que il faut qu'au niveau national, ça suive. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de descendants, en tout cas pour la police nationale ou la gendarmerie, qui impose aux services de police, au commissariat, de travailler avec les quartiers, ça sera compliqué. Parce que ça passe à ce moment-là uniquement par la volonté d'un commissaire ou d'un adjoint qui a envie de le faire. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Euh, il y a, c'est à deux niveaux. Il y a le niveau hiérarchique, il faut que ça descende, et puis il y a un niveau local aussi où il faut que ça se construise. Mélanie, tu voulais compléter? Ah ouais, peut-être juste par rapport à la question de Nicolas, juste avant. Le rapport, il est tout frais. Il est sorti fin septembre. Et du coup, euh, notamment la présentation locale, elle commence à se faire et à se travailler. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en cours où on a peu de recours, de retour actuellement. Et puis, on va avoir deux choses. Pour moi, il y a le temps de prendre conscience de ce que les habitants et les habitantes disent, les mettre au débat et de se dire, bah, localement, comment on pourrait expérimenter, comment on pourrait tester des choses pour faire bouger les choses. Et donc, ça, c'est vraiment des éléments qu'on espère mettre en œuvre à un niveau local
dans les prochains mois et semaines. Et notamment avec la NCT, on est dans la même chose. On est sur un temps où on a pu présenter les choses. On a des rendez-vous qui vont être prévus dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, pour se dire là-dessus comment on peut continuer, comment on peut mettre au travail pour juste faire en sorte qu'on aille Mm. plus loin en fait dans les propositions qui sont menées. Euh, on entend et on essaie de trouver des choses derrière. Donc c'est encore en cours et donc du coup voilà, on a envie que ça continue, que ça puisse perdurer et continuer à se mettre au travail. Et puis c'est certainement un outil au service des quartiers, même ceux qui n'ont pas obligatoirement participé Oui, à ce travail-là, dans le cadre de la préparation des élections municipales. Je crois vraiment que ce qui a été dit dans ce rapport, souligné dans ce rapport, autant que vous tous vous êtes autour de cet écran, vous partagez, je pense, les diagnostics et les conclusions. Vous vous retrouvez en partie dans ce qui est écrit. Et du coup, ça peut être vraiment, les gens peuvent s'approprier complètement ce travail-là pour aller voir les édiles, les élus, les futures équipes par rapport aux recommandations et par rapport à ce qu'ils voudraient mettre en place. Bon, il y a des choses aussi qui se travaillent avec les bailleurs, sur la question de la propreté, sur la question de l'entretien des quartiers, sur la question de l'aménagement. On n'est pas uniquement justement sur un rapport habitant-police. On est sur quelque chose d'un petit peu plus large et ça permet aussi d'aborder les questions éducatives, les questions de santé ou de transport qui sont majeures dans les QPV. c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on voulait insister sur la notion de vulnérabilité et de faire prendre conscience que, en fait, c'est une accumulation de problématiques qui font que plus on est vulnérable et moins on se sent bien, en fait, enfin, de manière générale. C'est pas que lié au quartier d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut tous traverser à un moment donné dans, dans nos parcours. Euh, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Nicolas, c'est vrai qu'on est, je pense aussi que c'est au niveau local que des choses peuvent se mettre en place. Venir enfin, dans un centre social ou par le biais d'un centre social, présenter un rapport qui a une portée nationale, qui a été présenté, parce que je ne sais pas si on a vraiment cité à qui ça a été présenté, mais c'est quand même des acteurs comme l'USH, la NCT, l'ANRU. Aujourd'hui, on reçoit aussi en intervenante Céline de l'école de renouvellement urbain. Donc c'est aussi des acteurs qui entendent le Conseil national des villes. Bon, on multiplie autant que faire se peut les échanges avec des partenaires au niveau national, mais c'est aussi du coup au niveau local sur, voilà, ben, prenons peut-être une préconisation et maintenant comment on se met en ordre de bataille pour répondre à cette préconisation qui a été formulée quand même et partagée par plus de 200 habitants au niveau national. Ça peut avoir une portée autre que de juste se dire on va faire un petit truc dans notre coin. Et puis il y a des précaux qui sont plus longues, qui sont à un court moyen terme, et il y a des précaux qui sont à court terme. Et c'est l'avantage, on peut vraiment commencer à travailler efficacement tout de suite avec ce qui a été présenté. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, demandes de précision? Oui, Francine. Ce que je voulais dire, c'est que l'expérience que j'ai eue depuis, d'accord, fait que avec le travail avec les habitants, on veut bien nous écouter, on veut bien, voilà, participer à des trucs, mais après, on a l'impression que rien ne se fait. Mhm. Ou alors, on ne fait pas ce que les habitants souhaiteraient. Voilà, c'est tout. Il faut vraiment qu'un travail de proximité soit fait. Merci, Francine. Ben, c'est un enjeu, hein. C'est sûr que c'est aussi des choses qu'on a entendues souvent dans le cadre de ce rapport Parole d'habitants. Il y a aussi un vrai travail de pédagogie à différents niveaux, en fait. C'est-à-dire que dans la politique de la ville, quand on parle de participation des habitants, on sait aussi que parfois les professionnels oublient effectivement de retourner au devant des habitants pour dire mais en fait on a fait ça. Alors oui, c'est peut-être pas visible parce que ben le social c'est pas toujours visible et c'est pas immédiat. Ça c'est aussi des choses et c'est pour ça que je dis qu'il y a de la pédagogie aussi parfois à faire, c'est-à-dire que
C'est vraiment dans les deux sens. Et il est évident que les institutions doivent aussi s'obliger à prendre conscience que les habitants ont pris du temps pour répondre à une consultation, etc., etc., et au moins leur donner une réponse. Alex, Bonjour tout le monde, je suis éducateur spécialisé à la JIP, c'est une association de prévention spécialisée sur l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà, et donc j'ai pu côtoyer, je côtoie régulièrement Francine, alors, notamment sur le rôle des instances un peu mm, d'échange entre habitants, associations, notamment sur les conseils citoyens, effectivement, où j'ai pu participer en tant que professionnel, du coup, dans l'Assemblée professionnelle des conseils citoyens. Et alors, sans retracer l'expérience qu'on a pu avoir sur cette vie de quelques années de conseil citoyen, euh, je vois surtout pas une limite, mais un vrai frein ou du coup un levier aussi, c'est le rôle d'animateur en fait de ces types d'instances, de ces assemblées en fait. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un, je pense même, là, c'est un avis personnel, mais un professionnel qui puisse animer en fait mm, ces, ces conseils citoyens, faire des comptes rendus réguliers, c'est parce que c'est des vraies compétences, je pense, qu'il faut avoir pour pouvoir tenir sur la durée ce genre d'assemblée. mm, Et je crois que l'essoufflement, par exemple, au conseil citoyen des quartiers ouest de Chitigal-Michel, du coup, mm. bah, il était dû aussi à ça, au rôle d'animation et tenir. Et j'en reviens après au côté un peu professionnel et l'importance aussi d'un conseil euh, socioculturel, en fait, d'un centre, pardon, un conseil, d'un centre socioculturel qui est vraiment le poumon un peu du quartier. Et du coup, là, je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer dans ce type d'instance. Voilà, petite remarque pour le moment sur ce qui a été dit sur les conseils citoyens ou les assemblées d'habitants professionnels, associatifs. Merci Alex. Mais ça me fait aussi penser que quoi qu'il en soit, dans les démarches qu'on préconise aussi, par exemple, là, dans le rapport parole d'habitants, c'est vrai que la question de qui anime tout ça, elle est quand même aussi assez fondamentale, en fait. Et nous allons désormais passer à une présentation du travail donc réalisé par des étudiantes de Sciences Po pour l'école de renouvellement urbain. Céline, je te cède la main tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc la proposition qui m'a été faite par l'ORIV, c'est qu'on vienne partager auprès de vous une réflexion qu'on mène depuis déjà 2 ans, presque 2 ans à l'école du renouvellement urbain, sur la façon d'améliorer les dispositifs de participation dans le cadre du renouvellement urbain, mais vous verrez que de manière un peu plus large, on va aussi sur les, sur des sujets qui peuvent concerner la participation dans les QPV d'une manière un peu plus générale. Et donc, cette démarche, effectivement, elle s'est faite en partie en collaboration l'année dernière avec un centre de ressources qui est la Beaucité et des étudiantes de Sciences Po. Donc, c'est en partie sur cette étape-là que mon propos va porter aujourd'hui. Mais je vais vous donner une vision un petit peu plus large de la démarche. Et pour commencer, j'avais une petite slide de présentation sur d'où je parle et qui on est, l'école du renouvellement urbain, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. On est une association qui a été créée il y a 20 ans maintenant, au moment du lancement des programmes nationaux de renouvellement urbain, de rénovation urbaine. Et on est une association destinée en premier lieu à la formation professionnelle des acteurs du renouvellement urbain. Donc, on forme chaque année des professionnels du monde HLM, de collectivités locales, des services de l'État, qui travaillent soit sur des projets en rue, soit plus généralement sur des sujets de politique de la ville qui peuvent toucher le renouvellement urbain. En parallèle de cette formation de professionnels, on forme aussi des habitants de QPV. Et je vais y revenir par la suite. Et juste pour vous dire que cette association, elle a été fondée par des grandes institutions nationales que sont notamment l'Union sociale pour l'habitat, l'ANRU, l'ancêtre à l'époque de la NCT, mais aujourd'hui c'est la NCT qui nous administre au titre de la politique de la ville, et la Caisse des dépôts et consignations. Et donc,
les environ 1000 personnes qu'on forme chaque année, on forme chaque année environ 100 habitants de quartiers prioritaires de la ville. Donc ça fait au total 1500 personnes parce que ça fait une quinzaine d'années qu'on accueille des sessions de formation destinées aux habitants. On en a deux. On en a une qui est dédiée aux conseillers citoyens qui sont dans des dispositifs de projets de renouvellement urbain. Donc, c'est la formation conseil citoyen. Et on en a une plus large qu'on appelle formation acteur habitant, qui est dédiée à tous les habitants de QPV qui portent ou qui souhaitent porter un projet de transformation de leur cadre de vie. Donc, ils peuvent être rattachés à des associations de locataires HLM, à des centres sociaux, tels que ça a été présenté tout à l'heure. Et d'une manière générale, ce qui caractérise les deux formations, enfin ce qui fait leur point commun, il y en a une qui est plus axée sur les projets urbains, l'autre un petit peu moins. Mais l'idée, c'est quand même d'aider les habitants à se repérer dans ce qu'est la gouvernance des projets politiques de la ville ou renouvellement urbain, qui sont les acteurs, qui décident de quoi, à quel moment. De les aider aussi à trouver leur place dans cette gouvernance, notamment quand ils sont conseillers citoyens, de développer leur pouvoir d'agir, de légitimer leur expertise d'usage des quartiers et globalement d'encourager aussi une mobilisation qui soit pérenne, enfin grâce à la formation, de faire en sorte que les gens aient davantage d'outils pour participer dans le temps en fait aux dispositifs qui sont proposés dans leur quartier et ou de les animer eux-mêmes. Donc ça, c'est un peu notre activité classique. Et en fait, à partir de cette activité, on a commencé finalement en 2024 à réfléchir un peu à ce qu'on pourrait, depuis notre place, depuis cette place, proposer grâce finalement à la contribution à la fois des gens qui viennent se former et puis de nos formateurs, qui sont pour la plupart des experts en participation, la façon dont on peut contribuer à une réflexion sur ce sujet de la participation et sur comment faire mieux. C'est la diapo suivante, je crois, Laetitia. Donc finalement, c'est pas forcément notre mission première de faire des études et des réflexions prospectives, mais c'est venu un petit peu en complément de notre activité de formation. Et en fait, selon trois grandes étapes, une première étape que je vais vous détailler un petit peu parce que on a été sollicité dans le cadre d'une mission nationale sur le futur du renouvellement urbain qui a été lancée fin 2023 par les ministres de l'époque, ministre de la Ville, du Logement et de la transition écologique, il me semble. Une mission voilà, qui a amené à rencontrer énormément d'acteurs de tout type sur qu'est-ce que ce serait un ANRU 3 si on devait faire un ANRU 3. Et dans ce cadre-là, nos administrateurs nous ont sollicités pour contribuer sur le sujet de la participation. Donc ça a été un peu ça, la naissance en fait de cette démarche. La deuxième étape, qui est celle que Laetitia m'a proposé de présenter aujourd'hui, c'est que cette première réflexion, elle nous a amené à formuler des propositions, des préconisations sur l'avenir du renouvellement urbain. Et l'année dernière, enfin pendant toute l'année scolaire qui s'est écoulée, on a fait travailler des étudiantes de Sciences Po sous le tutorat de Fabien Bressan qui dirige le centre de ressources Labocité en Auvergne-Rhône-Alpes. On a demandé à ces étudiantes d'aller tester les propositions qu'on avait faites auprès d'une multiplicité d'acteurs, que ce soit des chercheurs, des associations nationales représentantes des habitants, des institutions, et puis d'aller voir aussi, d'aller repérer des enseignements terrain. Et ça, c'est la deuxième étape de notre travail que je vais vous présenter. Et puis la troisième, finalement, on est en plein dedans, c'est-à-dire que avec cette réunion d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, ça nous intéresse de continuer à éprouver et discuter ces préconisations qu'on a faites auprès du plus grand nombre d'acteurs possible. Ça nous intéresse à différents titres. Ça nous intéresse toujours dans cette idée. Nous, on fait partie de ceux qui souhaitent que l'action de renouvellement urbain elle puisse être poursuivie dans les quartiers et qu'elle puisse être de plus en plus pertinente et qu'elle puisse de plus en plus associer les habitants. Donc en fait, on se dit que les préconisations qu'on a faites, plus on les teste, plus on les discute, plus le moment venu, quand peut-être des choses se déclencheront, on saura en proposer quelques-unes qui sont solides parce qu'on sait que les acteurs de terrain les considèrent cohérentes, réalistes, etc. Et puis, à plus court terme, ça nous intéresse dans le cadre de notre activité de formation, d'être en capacité de repérer peut-être
déjà des incarnations de ces préconisations, des choses qui se passent sur les terrains, parce que pour nous, c'est toujours intéressant d'enrichir nos formations avec des retours d'expérience. Et voilà, donc c'est un peu ces deux choses que moi, je viens chercher aujourd'hui en échangeant avec vous. Donc la naissance de la démarche, vas-y Laetitia, tu peux passer à la slide suivante. C'est ce que je viens de vous expliquer, hein. Donc fin 2023, une mission ministérielle qui missionne trois grands acteurs, personnalités qualifiées, la directrice de l'ANRU, un élu local, le maire de Villeurbanne et un inspecteur du ministère pour voilà, réfléchir à l'avenir du renouvellement urbain. Et ces acteurs qui nous disent, ben, vous en rue, vous, école du renouvellement urbain, vous voyez passer depuis plusieurs dizaines d'années des habitants de QPV, de quelle manière vous pouvez les mobiliser pour qu'ils contribuent eux-mêmes à cette réflexion et à cette démarche. Et donc, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est qu'on a mené une grande enquête par questionnaire auprès des personnes qui étaient venues se former à l'école depuis 15 ans. Donc, et auprès des professionnels aussi qui étaient venus se former à la participation, puisqu'on forme, on forme aussi, on forme à tout type de sujet, mais il y a des gens qui viennent se former plus particulièrement au dispositif participatif. Et il faut dire aussi que les centres de ressources ont relayé ce questionnaire auprès des professionnels adhérents et que ça a été hyper utile pour nous parce que ça nous a permis vraiment d'ouvrir le panel. Donc au final, on a eu quand même 200 réponses habitants à peu près et presque une centaine de professionnels qui ont répondu, sachant qu'ensuite on les a réunis dans des petits ateliers participatifs, notamment les habitants. On a fait 2 ateliers au cours de cette démarche. Démarche qui, cette première phase, elle a duré à peu près 4-5 mois en gros de réflexion. Parmi les habitants, vous dire que bah, en fait, la grande majorité habitait en quartier politique de la ville en renouvellement urbain, mais on a aussi eu des gens qui habitaient en QPV hors PRU. La plupart, la grande majorité, sont des gens qui sont passés par les formations de l'école. Et vous dire aussi qu'il y avait une majorité de conseillers citoyens dans les gens qui ont répondu, puisque ça fait partie voilà, de notre public, entre guillemets, majoritaire. Euh, je vous ai mis quelques-uns des résultats de la démarche parce que c'est ceux qui quand même nous ont marqués et nous ont amenés à formuler les préconisations telles qu'on les a faites. On a eu un retour, on avait dit aux gens, bah voilà, on les a pas interrogés en tant qu'habitants de QPV, mais en tant qu'habitants qui avaient été impliqués dans une démarche participative, pour qu'ils nous fassent un retour sur ce qu'ils en avaient retiré de manière qualitative. Une majorité d'entre eux, 58%, enfin 66% ont dit nous, on trouve que ça a été positif cette expérience. Donc déjà, c'était une tonalité de réponse à notre questionnaire qui n'était pas forcément cohérente avec ce qu'on pouvait entendre de très critique sur la participation. Nous, notre échantillon, avec toute la modestie que ça a, hein, 66% d'entre eux, les 2 tiers, disent ça a été positif. Et parmi eux, une grande majorité, ça nous a surpris, 87% ont dit j'ai le sentiment que moi, le fait d'avoir participé, ça a permis d'influer le projet tel qu'il a été mené sur mon territoire. Deuxième résultat intéressant, on a posé la question aux gens pour la suite du renouvellement urbain, et ça va faire écho un peu aux échanges qu'on avait eus, que vous venez d'avoir en début de matinée. Quels sont les sujets prioritaires pour vous auxquels devrait répondre une nouvelle génération de projets? On a commencé par une question fermée parce que il y avait 3 sujets qui avaient été en fait déjà fléchés dans la lettre de mission sur cette réflexion nationale, donc par les ministres, qui étaient la sécurité, la préparation au changement climatique et la mixité sociale. Et donc on s'est dit, ben, il n'y a pas de raison de ne pas interroger les gens sur la priorisation qui ferait entre ces 3 sujets. Et ce qui est ressorti très très fortement, c'est le sujet de la sécurité en premier lieu, et puis ensuite à peu près à égalité le sujet du changement climatique et celui de la mixité sociale qu'on avait reformulé hein, en disant est-ce que voilà pour vous les projets on doit avoir comme priorité le fait que de nouveaux habitants s'y installent. On a doublé cette question fermée d'une question ouverte en disant mais les sujets pour vous, si vous deviez définir les sujets du futur du renouvellement urbain, qu'est-ce que ce serait? Et donc c'est la diapo suivante, Laetitia. Le vivre ensemble est ressorti en premier. Tout ce qui est proximité, mieux vivre ensemble, la mixité au sens savoir vivre avec nos différences, etc.
Et ce qui était très marquant pour nous, c'est que les sujets de sécurité et de tranquillité publique sont ressortis dans la réponse libre. Non seulement ça a été plébiscité parmi les sujets dans la question fermée, mais là, c'est ressorti aussi très fortement. Et puis ensuite, les sujets de dialogue avec les institutions et de participation. Voilà. Ben, dans un premier temps, ce qui nous a marqué, c'est vraiment ces sujets finalement pas directement urbains, mais plutôt liés au vivre ensemble, à la qualité des relations dans le quartier, à la cohésion sociale au sens large. Et puis en parallèle, on a posé une question un peu différente, parce que pour nous, c'est pas tout à fait la même chose. On a dit aux gens, mais si on relançait le renouvellement urbain, quels sont les sujets sur lesquels vous pensez qu'il est tout particulièrement intéressant d'écouter les habitants et de les faire participer? Et là, ce qui ressort en premier, c'est d'abord l'échelle du logement. Les gens ont encore beaucoup de choses à dire sur leurs conditions de logement. Et ensuite, la vie du quartier, ce qui se passe entre les habitants, la vie sociale. Donc, on retrouve un petit peu les sujets de vivre ensemble. Ce qui est marquant, c'est que là, on voit que le sujet de sûreté, il ressort en dernier. C'est-à-dire que les gens nous disent, bah, la sécurité, c'est un des sujets majeurs dont il faut s'occuper. Mais par contre, bah, on attend des réponses en termes de services publics, en termes de réponses régaliennes. En revanche, le fait qu'ils nous disent, nous, écoutez-nous sur la vie de quartier, le lien entre les habitants, la vie sociale, et ça a été confirmé ensuite dans les ateliers un peu qualitatifs, ben, ça fait directement écho à ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire que les sujets de sécurité ou de sentiment de sécurité, ils sont quand même en fait, quand on interroge un peu les gens de manière voilà, plus poussée, c'est aussi le sujet de comment on vit ensemble, qu'est-ce qui se passe sur l'espace public, comment je me sens en termes de sécurité aussi au sens matériel, au sens des discriminations, etc. Voilà pour les sujets qui doivent faire l'avenir du renouvellement urbain. Puis on s'est évidemment intéressé à comment faire mieux sur la participation, même si 2 tiers des gens disent que ça s'est bien passé, il y en a quand même 1 tiers qui disent moi j'ai eu une expérience négative. Et quand on leur demande pourquoi, on avait plusieurs réponses possibles. En fait, les gens nous disent parce que la démarche n'a pas été menée de manière satisfaisante. En fait, on s'y est pas forcément pris de la bonne manière. Et puis, selon nous, la participation n'a pas été assez massive. Et donc, on a été ensuite chercher ben, pourquoi, comment mieux faire en termes de démarche comme de participation. Les raisons de la faible participation, on nous a dit, on ne demande pas assez leur avis aux habitants, on ne va pas assez les consulter. Et 2, il leur manque des outils pour mieux comprendre les projets parce que c'est quand même sacrément complexe. C'est les deux sujets qui sont principalement ressortis. Après, les sujets un peu matériels de manque de moyens ou manque de temps, en fait, dans le questionnaire, c'est ressorti de manière beaucoup moins forte. Donc, c'est plutôt la qualité, en fait, hein, des outils et des dialogues. Et puis, sur la démarche, et là aussi, ça fait écho à une des réactions du débat de tout à l'heure. Bah, au final, on nous a posé des questions, mais notre avis n'a pas été assez écouté. Et ça ressort très fortement de dire, bah, en fait, on vient nous chercher, mais ensuite, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de dialogue, on n'a pas le sentiment que c'est une vraie écoute. Et le sujet ensuite de la représentativité de ceux qui participent, donc effectivement, on est parfois toujours un peu les mêmes à participer. Et les sujets sur lesquels on nous a interpellés sont pas forcément ceux dont on voulait débattre. Et ça, on retrouve beaucoup ce sujet entre le projet, les sujets du projet et puis nos sujets, nous, du quotidien, de la proximité, etc. Voilà là-dessus. Et donc, quand on interroge les gens sur comment mieux participer, ils nous disent, ben, en faisant mieux connaître notre vie en dehors des dispositifs de participation, d'une manière générale, comment on aimerait mieux faire connaître notre vie quotidienne à la fois aux élus et aux techniciens par d'autres formats que les formats qui sont mis en place dans le cadre des projets. On aimerait qu'il soit possible de prendre plus appui sur des associations existantes, sur quelqu'un disait, sur ce qui fonctionne bien, quels sont les endroits où les gens participent, même si ça n'a aucun lien direct a priori avec le renouvellement urbain ou le projet urbain. Ça, c'est les 2 choses qui ressortaient le plus. Et puis, en étant capable d'identifier des initiatives qui existent déjà, quelles sont les dynamiques qui existent déjà sur les quartiers. Et bien sûr, en faisant plus d'efforts pour aller trouver d'autres publics que ceux qui sont classiquement représentés dans les instances de participation.
Euh, les gens nous disent pour me sentir davantage acteur d'un projet, j'aurais besoin d'un statut qui me légitime davantage vis-à-vis des institutions. Et ça nous a beaucoup interpellés parce qu'il y avait beaucoup de conseillers citoyens, comme je vous l'ai dit, parmi les gens interrogés. Et malgré tout, ben, ce statut de conseiller citoyen, il n'est pas considéré toujours comme suffisant pour apparaître légitime vis-à-vis des institutions. Euh, le sujet des moyens de mobiliser plus de gens et des gens différents. Et puis ce sujet d'avoir des retours dans un temps court, c'est-à-dire qu'on ne soit pas juste dans l'écoute des gens, mais dans un vrai dialogue avec des réponses qui sont apportées, y compris, et ça on l'a entendu dans les ateliers participatifs, y compris quand c'est des réponses négatives, quand c'est des réponses qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que les habitants avaient préconisé, c'est toujours mieux que juste laisser les gens dans le flou de ce qu'on a fait de leur participation et de leur parole. Voilà, je crois, sur les résultats de la démarche habitant. Et donc, très rapidement, hein, le bilan qu'on en a tiré. Alors, on a fait ce questionnaire, des ateliers, on a fait aussi beaucoup d'entretiens avec un certain nombre de personnes. Globalement, bah, ce qui ressort, nous, de notre échantillon, c'est quelque chose de plutôt positif. Et je vous ai pas sélectionné de diapos de synthèse de ce qu'ont dit les professionnels, mais c'était assez impressionnant comme les propos des professionnels et des habitants convergeaient sur les points forts comme sur les choses à améliorer. Donc évidemment une grosse marge d'accélération, enfin d'amélioration et aussi d'accélération. Quelqu'un disait, on n'a jamais autant parlé de participation. On sent que les gens sont prêts, en tout cas ceux qui sont déjà impliqués, ils disent il est temps de passer à la vitesse supérieure, de bouger un peu tout le monde autour de ça. Et l'idée que ben, le renouvellement urbain a quand même permis aussi hein, de prendre en considération des sujets du quotidien qui n'allaient pas jusqu'à la considération des élus avant. Mais ce qu'on a noté, c'est évidemment une hétérogénéité très forte des situations locales. Derrière les résultats positifs du questionnaire, dans les ateliers, on a bien vu que des gens, même avec le même statut de conseiller citoyen, avaient le sentiment d'avoir des marges d'impact qui n'avaient rien à voir d'un territoire à un autre. Donc l'évolution est positive, mais elle est très lente. Deuxième diapo d'éléments de bilan. Ben, ce qui ressort très fortement quand même du questionnaire et des ateliers, c'est que les sujets urbains, quand on dit voilà quelles doivent être les priorités pour le futur, elles sont secondaires par rapport aux sujets sociaux et aux sujets de la citoyenneté. La prépondérance du sujet de la sûreté et le fait, mais ça a été vraiment très bien décrit avec la description du rapport, que en fait derrière ce mot, on a quand même une variété de sujets. Il y a évidemment le sujet du trafic de drogue qui s'impose très massivement et beaucoup plus qu'avant dans les quartiers, mais il y a aussi des sujets de tranquillité publique, d'incivilité, de vivre ensemble, et donc ça mérite quand même, même si les gens disent c'est pas là-dessus qu'on peut travailler, il faut des réponses des pouvoirs publics, on sent quand même qu'ils sont prêts à s'impliquer sur tout ce qui est tranquillité, activation des espaces publics, etc., qu'ils ont des choses à proposer. Et puis voilà, c'est pas voilà, bon, là tu peux passer. Et donc quels sont les leviers? Les gens nous disent ben, il faut mobiliser davantage d'habitants, des habitants au profil différent, et pour ça, il faut multiplier les modes de participation pour que tout le monde soit représenté, notamment les gens les plus fragiles qui ont des difficultés, qui vont pas être ceux qui poussent la porte de l'atelier de participation parce que déjà ils sortent plus beaucoup de chez eux et que ils se sentent en insécurité au sens très large. Donc comment on fait pour que ces gens-là aussi soient représentés dans les démarches de participation? Et puis de la nécessité de davantage reconnaître en fait cette mobilisation habitante quand elle a lieu. Et ça a été dit à la fois par les professionnels et par les habitants. Et la capacité de faire avec ce qui existe déjà et avec ce qui fonctionne déjà, plutôt que de plaquer des dispositifs nouveaux qui sont parfois nécessaires de par la spécificité des projets, mais comment on peut faire un peu converger ce qui existe déjà avec les besoins d'un projet. Donc ça, c'était nos éléments de bilan, et on a, en fait, on ne s'est pas arrêté au diagnostic. Dans le cadre de cette démarche sur l'avenir du renouvellement urbain, on a formulé 10 propositions pour faire mieux pour, par et avec les habitants. Donc on s'était dit, c'est ce que les institutions pourraient faire de plus, quels sont les cadres nouveaux que les pouvoirs publics, autant nationaux que locaux, pourraient créer.
par les habitants, c'est comment on se sert mieux des dynamiques, enfin on se sert, c'est un peu utilitariste mais comment on prend mieux en compte ce que font déjà les habitants et comment on peut faire en sorte qu'ils soient plus nombreux à être impliqués. Et puis comment on fait mieux avec, dans le sens où comment on fait en sorte que la gouvernance au sens large, elle soit plus horizontale, quoi, qu'on soit moins sur des moments où on va chercher de manière très descendante les gens, on fait remonter de l'info, comment on crée des choses qui soient voilà, plus transversales finalement et dans la durée aussi du dialogue. Donc on a formulé 10 propositions et c'est là que je vais y venir très vite, puisque ça a ouvert ce temps 2. Alors les propositions, on les a fait remonter, hein, il y a un rapport qui a été rendu sur le futur du renouvellement urbain en février 2025 que vous trouverez sur le site du ministère de l'Écologie, qui fait mention, qui fait référence à notre contribution. Notre contribution, elle est disponible sur notre site internet, on a mis les liens. Mais là, nous, on s'est dit, bah, c'est presque un peu frustrant, on a envie de continuer à faire vivre ces propositions et puis à savoir un peu ce qu'elles valent parce que toute cette démarche, elle a été menée en 3 4 mois, c'était hyper rapide. Nous, on est des spécialistes de quand même avant tout de la formation et pas de la participation. Donc, on n'avait pas envie de lâcher les choses et c'est là qu'on a trouvé cette opportunité de faire travailler 4 étudiantes de l'école urbaine de Sciences Po, qui sont donc des étudiantes en bac+3 qui se spécialisent pour devenir urbanistes au sens large, hein, enfin, les métiers de la ville, quoi. Et qui avaient un travail à faire sur une année en parallèle de leur cours. Euh, on a choisi de travailler avec Fabien Bressan, donc, qui est directrice de centre de ressources, en le choisissant comme tuteur pour ses étudiantes, tuteur professionnel. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, dans le cadre de cette première phase de la démarche, on avait restitué nos 10 propositions au collectif des centres de ressources, qui avait trouvé que c'était intéressant, qui nous avait fait plein de remarques super stimulantes sur la suite, et on s'était dit, bon, ben voilà, c'est une façon pour nous de travailler en partenariat avec eux sur la suite. Et là-dessus, en fait, vas-y, tu peux passer. Les 4 étudiantes, on a eu la chance d'avoir voilà, 4 personnes super motivées, mais qui ont été aussi vraiment très bien coachées, entre guillemets, par la Cité. Ce qu'elles ont fait, elles ont pris nos 10 propositions et elles ont été voir 70 personnes différentes, que ce soit. Alors, elles ont choisi 5 sites terrain: Montreuil, Rennes, Lyon, La Rochelle et j'en oublie une autre, Grande-Sainte, où elles sont allées rencontrer des professionnels de terrain. Elles ont rencontré, comme je vous l'ai dit, des collectifs nationaux comme Appui ou Les Passants-nous, qui représentent des habitants à l'échelle nationale. Des chercheurs experts en participation. Et elles leur ont dit, bon, bah, d'après vous, qu'est-ce que ça vaut ces propositions? Et en fait, elles les ont classées d'une manière assez intéressante et c'est la façon dont je vais vous les présenter brièvement. Mais enfin, l'important, c'est que vous puissiez, voilà, qu'on puisse échanger dessus aussi. En fait, elles ont dit, ben voilà, nous, on a travaillé, on a interrogé toutes ces personnes, on a travaillé pendant X mois. Voilà les 3 propositions qui font consensus, qui sont celles sur lesquelles tout le monde est à peu près d'accord sur c'est réaliste, c'est intéressant, c'est réaliste, c'est faisable. Alors après, chacun, là où c'est intéressant, c'est qu'elles ont qualifié les choses. Quand même, on a le regard croisé des gens sur ces propositions, sur comment les mettre en place, etc. Ensuite, elles ont fait un deuxième groupe, et on déroulera tout à l'heure, sur ben, des propositions qui font plus débat. Soit parce que les gens n'aiment pas tous la même chose derrière, ils l'interprètent pas tous de la même façon, euh, ou surtout parce qu'ils expriment des précautions en disant, bah, en fait, si on veut faire ça bien, il faut le faire comme ci ou comme ça, c'est pas aussi simple. Et donc, c'est intéressant aussi de vous exposer un peu ces débats que ça a suscité. Et puis, il y en a deux, je crois, qui sont vraiment, qui ont été les moins consensuelles en fait et que du coup elles ont mis en dernier parce que on s'est mis aussi dans l'idée un peu de lobbying autour de ces propositions. Et c'est un peu l'intérêt aussi d'en discuter avec vous aujourd'hui, c'est de dire nous, si sur ces 10 il n'y en a qu'une seule qui est hyper solide parce que tout le monde, enfin le plus de gens possible avec lesquels on en aura parlé, acteurs de la politique de la ville, associations, habitants des quartiers, etc., nous disent bah ça vaut le coup et en plus ça nous paraît crédible, faisable, bah, ce sera les choses les plus fortes à porter au niveau des institutions si effectivement il y a un ANRU 3. Donc,
les propositions qui ont fait le plus consensus, en fait, elles ont dit c'est celles qui ont trait à la façon de travailler un peu la place des habitants dans la gouvernance et dans le temps des projets. La première proposition, on a fait une proposition en disant il faut faire plus de formation. Formation pour les habitants, mais aussi formation des techniciens et des élus à qu'est-ce que c'est la participation, comment on travaille davantage avec les habitants, comment on parle le même langage. Ça a été notamment dans le questionnaire, les professionnels de la participation nous ont dit, maintenant, il faut qu'on réussisse à embarquer au-delà de ceux qui sont convaincus. C'est très bien de former les habitants, mais il faut que tout le monde puisse être convaincu que l'expertise d'usage, c'est hyper important, que les bénéficiaires ultimes de cette action, il faut les mettre au centre des dispositifs. Donc, une de nos propositions, c'était incuber des parcours, donc enfin expérimenter, hein, des parcours de formation sur des sites, mais qui seraient globales autour de la participation et qui pourraient aller vers de la co-formation aussi. C'est-à-dire, on a des sachants experts qui forment des habitants, mais on a aussi des habitants qui transmettent leurs connaissances, leur savoir sur les quartiers aux professionnels. La deuxième proposition, c'est de dire finalement, c'est à partir du constat, finalement, les gens nous disent les sujets du futur, c'est plus tant des sujets urbains que des sujets de vivre ensemble, de dialogue avec les institutions, de proximité. Et donc, on a fait la proposition de dire, mais finalement, si les projets de renouvellement urbain de demain, c'était pas des projets d'abord architecturaux et urbains, enfin, il y a pas d'évidence en fait, puisque les problématiques énoncées par les gens, c'est pas celle-là. Donc on s'est dit, finalement, si on se disait que les projets du futur, ils sont plus forcément pilotés par un architecte urbaniste. En fait, c'est plus systématique. Ça pourrait être un sociologue, par exemple, qui est chef de file, ou un expert de la participation, en fonction des problématiques telles qu'elles se posent sur le terrain. Ça, c'est un peu sur la nature même hein, des projets, mais ça influe aussi sur la façon de comment on fait projet. C'est pas juste un projet urbain où de temps en temps on consulte les gens parce que dans le groupement qui va travailler, il y a un sociologue. Peut-être qu'on inverse un peu les choses. Et puis la troisième proposition qu'on a faite, c'est de dire en fait, il faudrait arrêter la dichotomie entre ce que je vous disais, les ateliers de participation quand on fait un projet et puis tout ce qui est le dialogue et la participation du quotidien. Il y a beaucoup de nos formateurs qui sont experts de la participation qui nous ont dit, nous, on nous envoie dans des quartiers monter des ateliers, alors que c'est des quartiers où il y a de moins en moins de gardiens, pas de personnel de proximité. Ça rejoint un peu ce que disait Madame Zeller sur la présence des services publics aussi dans les quartiers. Euh, et en fait, ces experts de la participation projet, ils nous disent, mais nous, on passe 2 ateliers à écouter les gens sur des sujets qui n'ont rien à voir, qui sont leurs sujets de nuisibles dans les parties communes, de manque d'interlocuteurs, voilà, sur les déchets, etc. Et ensuite, quand on revient voir les élus, ils nous disent, mais attendez, nous, on vous paye pas pour ça, on vous paye pour parler du projet urbain. Et ils disent, certes, mais en fait, on peut pas faire l'un sans l'autre. Et donc, en fait, on s'est dit, une des façons peut-être de progresser là-dessus, ce serait non pas de dire sur les prochains projets de renouvellement urbain, il faut que vous nous montriez que vous allez faire des ateliers, mais il faut que vous nous montriez que vous avez une équipe participation qui va de ces experts de la participation jusqu'au personnel de proximité. Et que tous ces gens-là fonctionnent ensemble. Parce que si les sujets de court terme ne sont pas résolus, en fait, les gens, on ne peut pas leur avoir cette injonction qui se projette sur le futur de leur quartier. Donc, en fait, comment on fait en sorte que on ait des équipes beaucoup plus complètes? Ça, c'est les 3 sujets qui ont à peu près fait consensus. Et puis ensuite, on passe à des sujets qui sont plus susceptibles de débat. On a fait une proposition qu'on a appelée cofonder une ressourcerie urbaine et sociale, permettant en fait de partager de l'expertise, des informations. En fait, c'est quelque chose qui ressort beaucoup du public qui vient se former à l'école, mais qui est aussi très porté par certaines associations habitantes qui disent, en fait, nous, c'est très précieux pour nous
d'avoir une expertise qui n'est pas délivrée par la collectivité dans laquelle on est, d'avoir une expertise qui n'est pas directement liée à ceux qui font le projet. Mais d'avoir un peu un lieu neutre pour se former, ou un lieu neutre pour aller chercher des infos, ou un lieu neutre où on peut échanger avec des gens d'autres territoires qui nous disent, bah, chez nous, voilà comment ça se passe, le conseil citoyen, etc. Et donc, en fait, c'est ce qu'on avait appelé un peu ressourcerie au sens centre de ressources. Nous, c'était comme ça qu'on l'a vu. Et en fait, ça a fait débat. Ce qui a fait débat, c'est la forme. Sur le fond, c'est très plébiscité par les acteurs. Par contre, ce qui fait débat, c'est est-ce que c'est plus important d'avoir un centre de ressources un peu qui pourrait être un site internet, un lieu, ou est-ce que ce qui est plus important, c'est la ressources au sens matériel très concrète, d'avoir un lieu sur nos quartiers pour se réunir. Et là-dessus, les étudiantes, elles ont dit, les professionnels conçoivent tout de suite le terme ressourcerie comme quelque chose d'un peu immatériel, alors que les habitants sur tous les quartiers nous ont dit, nous, ce qu'il nous faut en premier, c'est une maison du projet, un lieu pour nous réunir quand on veut, ouvert, et c'est insuffisamment le cas. Donc c'est principalement pour ça que c'est dans les sujets dont la mise en œuvre fait débat, c'est qu'est-ce que c'est la priorité finalement? Est-ce que c'est quelque chose de très concret ou est-ce que c'est plutôt un accès au savoir ou à l'expertise un peu plus générale? Ensuite, il y a une proposition qu'on avait faite face au constat que c'est un peu toujours les mêmes gens qui viennent dans les ateliers de participation. Il y a pas mal d'experts qui nous ont dit, moi maintenant, pour être sûr de toucher plein de monde, on fait plein de formats différents, on fait du porte-à-porte, on fait des permanences dans des lieux publics, on fait aussi des ateliers, mais le fait de multiplier un peu les formats, nous permet d'aller trouver des gens qui sont plus éloignés du dialogue avec l'institution en général. Et donc on a dit, bah, en fait, on pourrait retourner le truc en disant, les sites qui n'ont pas 5 outils différents pour aller chercher les gens, on considère qu'ils font pas de la participation. Alors c'est un peu, ça crée pas mal de débats. On a fait un débat avec des élus locaux et le maire de Romainville, il a dit, alors ça, je trouve que c'est vraiment stupide comme proposition. Bon, parce que aussi ça met en avant évidemment les dispositifs. Enfin, lui, il disait, mais moi j'en connais plein des villes qui peuvent vous montrer qu'elles ont 5, 10 outils, mais en fait derrière, s'il n'y a pas une vraie volonté d'écoute, de dialogue, ça peut être très artificiel en fait. Donc on a conscience que cette proposition, c'est une proposition de moyens plutôt que de résultats et que ça peut être détourné, mais il n'empêche que on sait qu'aujourd'hui, là où ça marche, les gens ne se contentent plus d'un seul outil. Donc c'est un peu, après c'est la façon dont on l'impose. Voilà, en fait pour nous c'est pas suffisant, mais certainement nécessaire. Euh, et puis il y a une dernière proposition qui là est plus propre au fonctionnement des projets de renouvellement urbain. Vous le savez peut-être pour ceux qui sont en ANRU, les projets de renouvellement urbain, ils sont validés dans le cadre d'une instance qui est un peu une grande messe qui s'appelle le comité d'engagement, où les élus viennent présenter leurs projets, en général avec les partenaires bailleurs sociaux notamment du projet. Et certaines collectivités viennent avec les membres du conseil citoyen. Et en fait, on s'est dit, mais ça, on voit pas pourquoi ce serait pas systématique, tout comme ils viennent. Les élus se permettent jamais de venir sans le bailleur parce que ça laisserait entendre qu'ils vont pas parler d'une seule voix. Finalement, il faudrait que ce soit classique et naturel qu'ils viennent avec les conseillers citoyens. Alors ça fait débat pour plusieurs raisons, parce que en fait, ce comité d'engagement est quand même une chambre d'enregistrement de décisions qui sont déjà prises à l'avance. Donc, il y a des gens qui ont dit oui, enfin, c'est très symbolique et théâtral. Bon, il n'empêche que ça pourrait être aussi le témoignage qu'il y a du travail qui a été fait avant avec les habitants. Et la question étant aussi toujours la légitimité des gens qui seraient représentants des habitants en comité d'engagement. Naturellement, dans le cadre du dispositif renouvellement urbain, ce seraient les conseils citoyens. Mais après, ça renvoie au sujet qui est, je serais curieuse d'entendre comment ça fonctionne sur vos territoires, ça renvoie au fonctionnement très hétérogène des conseils citoyens et aussi au site parfois où la participation se fait très bien, mais pas avec les conseillers citoyens. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu la nature des débats qu'il y a derrière cette proposition-là.
Je crois qu'il y a encore, voilà, il y a encore deux sujets qui sont aussi sujets à débat. On s'était dit pour travailler autour de ce sujet de la reconnaissance de la participation, finalement, pourquoi on ne se dirait pas que dans le cadre des projets, eh ben, il y a certains habitants qui sont, qui ont des missions spécifiques qui font l'objet d'un contrat et ils seront rémunérés pour ces missions. Ils ne seront pas rémunérés en tant qu'habitants, parce que ça n'a pas de sens. Mais par contre, si on demande à des gens d'aller faire du porte-à-porte ou d'être présent à chacune des réunions publiques ou de parler en tant que représentant de telle ou telle association d'usagers. Finalement, bah, ce temps, qui est un temps de contribution au projet et à sa qualité, pourquoi il ne serait pas rémunéré tout comme le temps de l'architecte, de l'expert juridique, etc. Cette proposition-là, elle déclenche des débats très idéologiques hein, sur est-ce que la citoyenneté, ça se rémunère ou pas? Il y a des gens qui disent à partir du moment où on va payer les gens, ben, ils n'auront plus le même rapport, finalement, plus la même liberté de parole. Est-ce qu'on n'a pas des gens qui viendront faire ça parce que c'est rémunéré, qui sont pas les gens, enfin, voilà, c'est pas les motivations pour lesquelles on aimerait que les gens viennent. Et à l'autre bout du spectre, on a des gens qui disent ben, ça va permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de libérer du temps et donc qu'on ne voit pas à cause de ça, de venir participer et apporter leur pierre à l'édifice. Donc ça, voilà, c'est des vraies questions de fond. Mais c'est pour ça que nous, on avait parlé de contractualiser et financer un rôle et ou une mission et pas un statut ou un état. Enfin, c'est pas rémunérer le conseil citoyen parce qu'on est conseil citoyen. C'est rémunérer des missions qu'on confierait aux habitants. Euh, et puis, dernier sujet qui a beaucoup fait débat, c'est le sujet du vote. Alors nous, ça a fait débat quand on l'a proposé. Ça a fait débat même en interne à l'école, parce notre président est un ancien élu local. Donc c'est vrai que les élus, l'idée du vote, qui soit dans le cadre de la démocratie participative, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Malgré tout, ça s'est fait hein, sur certaines communes au niveau des projets de renouvellement urbain. Nous, notre idée, c'était un vote qui soit pas vraiment, forcément un vote pour ou contre le projet, mais un vote qui donne une mention au projet, en fait. Et de se dire, ben, les habitants, ils peuvent voter bien, très bien ou assez bien, mauvais. Et puis, ce vote, il pourrait être reproduit au fur et à mesure du déroulé du projet. Et finalement, une mention seulement assez bien, ben, elle déclenche une forme d'alerte, une forme de rediscussion. En fait, on le voyait aussi comme un outil pour assurer le dialogue dans le temps, puisque ça, c'est souvent quand même un point faible que relèvent les habitants, c'est on vient nous chercher au moment du diagnostic, puis après, on ne nous demande plus trop notre avis. Et voilà, on s'est dit, il pourrait y avoir un dispositif de consultation un peu dans le temps. Bon, beaucoup de débats sur est-ce que c'est le bon outil, le vote, sur quoi on ferait voter les gens, est-ce que c'est réaliste, est-ce qu'on les fait voter sur tout le projet ou juste sur un aspect du projet, enfin, avec l'idée aussi qu'on peut un peu détourner la nature du vote si on pose l'objet de manière un peu partielle ou partiale. Et puis, je vais passer très rapidement sur les deux sujets qui n'ont pas du tout été plébiscités. Nous, on avait proposé de consacrer une partie du budget. Vous savez, l'ANRU, c'est beaucoup de subventions, hein, de dire bah, pourquoi il n'y a pas, on pourrait dire 2% de la subvention d'un projet, ou 10%, ou 15%, qui sont consacrés à un projet proposé par les habitants, voire mis en œuvre par eux, un peu sur le mode du budget participatif. Finalement, ça a été assez critiqué par les acteurs de la participation en disant le budget participatif, c'est trop souvent un peu un gadget ou quelque chose de cosmétique ou un tout petit, ou c'est une façon euh, de, de mettre la lumière sur un tout petit sujet là où du coup ça permet de ne pas poser aux gens les questions de fond sur le projet, par exemple. Enfin, ça peut trop souvent être détourné de cette manière-là. On a senti que c'était ça la principale critique. Et puis on avait une dernière proposition qui était carrément de proposer que dans chaque projet, on ait une opération dont la gestion finale soit transférée à des habitants, soit co-gérée avec des habitants,
en se disant, bah, en fait, si à la fin, il y a un objet qui reste en gestion habitante, ça oblige un peu en amont à travailler avec eux sur l'objet, quoi. Et ça, bah, ça a été quand même, soit ça a été vu comme quelque chose de très utopique, enfin, les gens ont dit pour que ce soit bien fait, il faudrait réunir tellement de conditions que ça nous paraît très utopique dans le contexte. Et la deuxième critique, ça a été de dire attention à des collectivités qui voudraient, ou des acteurs hein, qui voudraient se défausser un peu de la gestion en confiant les choses aux habitants sans leur donner les moyens vraiment de faire, quoi. Donc un peu de enfin, voilà, un peu de méfiance sur, pas tant sur l'idée que sur les conditions de mise en œuvre sont pas réunies pour aller vers des choses comme ça. Donc voilà, un peu là où on en est de ce travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a rédigé, vous trouverez sur notre site internet hein, ces propositions un peu détaillées avec les plus, les moins, etc. Et notre idée, bah, c'est de continuer à faire vivre le débat autour de ça, et c'était pour ça aussi qu'on était intéressé pour faire ce travail avec les centres de ressources, c'est parce qu'on connaît voilà, votre capacité d'aller dialoguer avec les acteurs de terrain. Et nous, on voudrait continuer à faire vivre un peu ces propositions sous deux angles, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous semble intéressant? Et puis aussi, est-ce qu'il y a des choses qui évoquent pour vous des trucs qui se passent déjà sur vos territoires? Parce que nous, là, c'est plutôt en termes, je le disais, d'organismes de formation. C'est super intéressant pour nous de repérer des bons exemples, de faire intervenir des gens qui sont impliqués dans des choses qui marchent. Parce que vraiment, trop souvent, la participation, enfin, évidemment, il y a plein d'endroits où c'est difficile, où c'est conflictuel. Il y a quelque chose de nouveau dans les projets de renouvellement urbain, c'est qu'il y a beaucoup de mobilisation autour des endroits où ça marche pas bien, et c'est Ouais. très bien. Mais on se dit, si on fait pas aussi un peu envie, si on montre pas les trucs qui marchent, on aura du mal à embarquer notamment les territoires ou les élus qui sont réticents à en faire davantage. Voilà. Merci beaucoup Céline. Je voulais quand même vous faire un petit point sur les actus et la participation des habitants quand même. Dans le cadre de la politique de la ville, pour repréciser deux, trois choses. Vous redire quand même que le cadre fixé par la loi du 21 février 2014 reste toujours d'actualité. Donc les conseils citoyens sont toujours obligatoires. Et le cadre de référence a été écrit sur les conseils citoyens également. Au niveau, donc pour ceux et celles qui sont inscrits sur la grande équipe pour la réussite républicaine, sachez que la NCT a mis en place un espace ressources dédié à la participation des habitants qui est assez bien fait. Je vous ai mis le lien direct là quand je vous enverrai le PowerPoint, vous pourrez cliquer dessus, qui va recenser en fait tout ce qui concerne la participation des habitants et surtout les conseils citoyens dans le cadre de la politique de la ville. Autre information à vous donner, la Drages est en train de lancer un état des lieux sur les instances de participation des jeunes sur les différents territoires du Grand Est. C'est nos collègues de Citoyens et Territoires qui mènent cette étude. Le but, c'est de comprendre quel est l'objet des instances de participation des jeunes et quel est leur fonctionnement, leur thématique d'action, leurs actus, etc. Je le redis, l'ORIV relance un réseau des acteurs de la participation en QPV. C'est le réseau Démocracité. Toutes les infos sont sur le site internet de l'ORIV. Le but, c'est de faire des petits temps d'échange, de co-formation, de co-développement, des petites conférences flash sur le sujet de la démocratie locale en QPV. C'est ouvert à tout le monde, mais acteurs du Grand Est. Voilà, et en dernier lieu, je voulais vous rendre attentif aux futures évaluations des contrats de ville. C'est un sujet sur lequel il faut commencer à se questionner. Dans le cadre qui était fixé en 2017 sur les questions d'évaluation des contrats de ville, la question de la participation des habitants était posée avec deux dimensions. Comment on évalue la participation des habitants dans le contrat de ville? Et l'autre dimension, c'est comment on fait participer les habitants à l'évaluation du contrat de ville. Sachez que l'ORIV va lancer un cycle de qualification courant 2026 sur les questions d'évaluation et qu'on aura une séquence dédiée à la dimension participative.
Donc voilà pour les dernières infos que j'ai repérées et qu'il me semblait intéressant de vous partager.